Nous tenons à l'occasion de la Journée mondiale de l'œuf, 25e Journée mondiale de l'œuf. On le verra tout à l'heure, donc toutes les actions, toutes les activités qui se développent à cette occasion. Et puis c'est l'occasion pour nous de parler donc de la filière des œufs en France, une filière qui poursuit ses adaptations, parce qu'on est aujourd'hui, on doit répondre à des attentes sociétales. On doit maintenir aussi une souveraineté alimentaire en France. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on est autosuffisant à un peu plus de 100%. Donc voilà, c'est tous ces challenges auxquels on doit répondre, et on va vous faire une présentation à la fois de la consommation, du marché. Alors, interviendront donc Loïc Colombel, le vice-président de l'UCNPO, Maxime Chaumet, donc le secrétaire général, et puis un expert donc, sur un dossier dont on va aborder aujourd'hui, c'est Maxime Quentin de l'ITAVI, expert donc, sur tout ce qui est l'ovosexage. Voilà, donc au programme, on va parler du marché, la croissance de la consommation. C'est vrai qu'on a passé une année 2020 un petit peu atypique. On retrouve aujourd'hui, je dirais, une année à peu près identique aux années précédentes. On va parler donc de la production, de l'évolution de la filière, sur les modes d'élevage, sur les différents sujets donc, pour répondre aux nouvelles attentes sociétales. Et puis les événements, Journée mondiale de l'œuf, je vous l'ai dit, les animations ludiques, pédagogiques qui sont en place. Et voilà donc un petit peu les thèmes que nous allons aborder aujourd'hui. Je laisserai donc pour commencer la parole à Maxime Chaumet, s'il veut bien, voilà, je vais chercher, merci, nous parler donc du marché. Merci. Bonjour à tous. Donc justement, on va reprendre sur le marché. Bon, vous le savez tous, l'année dernière a été une année particulière pour tous les secteurs de manière générale, l'agroalimentaire notamment et notre secteur en particulier. Et depuis 2021, ça y est, au niveau des achats des ménages, donc, on a une reprise de la croissance comme avant la crise liée au Covid-19. Pour rappel, donc, je disais 2020, bon, une explosion des ventes consommateurs sur le premier mois de confinement, donc entre le mi-mars et mi-avril, 611 millions d'œufs vendus en un mois, plus 185 millions par rapport à la même période de l'année précédente, et ça faisait donc une hausse de 44%. On se souvient tous qu'effectivement, il y a eu dans la presse des petits sujets sur des éventuelles pénuries d'œufs, etc. En fait, on avait bien sûr quelquefois des rayons un petit peu vides, mais qui étaient rechargés dès le lendemain. Et donc, la réponse justement à cette forte demande, elle a été permise par justement par l'engagement de tout le monde. Les éleveurs ont continué à collecter leurs œufs tous les jours. Les centres d'emballage ont mis tout ce qu'ils pouvaient pour répondre à la demande de leurs clients. Et les distributeurs, eux aussi, ont réussi à faire des prouesses dans leurs rayons pour que tous les consommateurs puissent acheter des œufs en conséquence. Et donc, voilà, une explosion pendant cette premier mois de confinement. Et au global, d'ailleurs, j'ai oublié de le dire, plus 11% sur l'année quand même. 2020 par rapport à 2019, des achats des ménages en hausse de 11%. 2021, retour entre guillemets à la normale, avec quand même une croissance de 2,8%. Donc, c'est une normale plutôt quand même à la hausse. Par rapport à 2019, on ne compare pas bien sûr par rapport à 2020, tellement l'année est particulière. Mais donc, les achats des ménages reprennent leur croissance comme pré-Covid, où on avait une augmentation des achats des ménages depuis des années, depuis de 2 à 3% par an. Les œufs de poules élevés au sol, comme vous le savez, c'est un mode d'élevage qui se développe fortement en France. Souvent, c'est le mode d'élevage alternatif possible pour les élevages de poules en cage. Donc, il faut enlever les cages, transformer le bâtiment. Donc, ce sont des poules qui sont dans un bâtiment, en liberté dans le bâtiment, mais donc pas d'accès au parcours extérieur. Et donc, ça, c'est un élevage qui est en forte croissance entre 2019 et 2021, donc sur les 8 premiers mois de l'année, en achat des ménages, plus 175%. Les consommateurs suivent vraiment ce mode d'élevage. On a encore eu en début d'année une enquête consommateur où on voit vraiment que les Français sollicitent, plébiscitent ce mode d'élevage, et donc ça se reconnaît dans les achats des ménages. Tous les modes d'élevage alternatifs sont en forte croissance, plus 16% pour le bio, 22,8% pour le plein air, 3,3% pour le label rouge.
Et donc la cage qui est en forte diminution, moins 34,5%, donc entre 2019 et 2021, donc en 2 ans, avec notamment 2020 qui était aussi une année charnière, souvent pour certains distributeurs, comme un arrêt, c'était l'année d'arrêt pour les MDD, donc forcément on a eu une décroissance assez marquée pour les œufs de poulet élevés en cage. Au global aujourd'hui, donc sur 2021, sur les 8 premiers mois de l'année, la répartition des achats des ménages se fait selon la façon suivante. Donc 28% pour des œufs en cage, des œufs issus de poulet élevés en cage aménagée. Le sol à 14%, une forte croissance comme on vous l'a dit. 29% pour le plein air hors label rouge, 7% pour le label rouge et 22% en biologique. Concernant les entreprises de la restauration et les entreprises de l'agroalimentaire, plusieurs choses à dire. C'est le secteur dans notre filière qui a été très, très impacté l'année dernière. La fermeture de la restauration, forcément, ça a donné un coup d'arrêt à nos adhérents qui fabriquent des produits pour ce secteur-là. Des fermetures aussi de marché à l'export. Donc, pour la partie entreprise agroalimentaire, on a eu quand même des gros dégâts. Et donc, 2021, c'est une année où on recommence à avoir de l'activité. Sur la partie entreprise de l'agroalimentaire, on a renoué avec les volumes d'avant la crise. Sur la restauration, on a toujours des grosses difficultés puisque il y a toujours une part de télétravail quand même en France. Donc, forcément, ça se ressent aussi dans la restauration hors domicile. On a encore des restaurants qui sont pas ouverts. On a entendu beaucoup parler des problèmes de main-d'œuvre, etc. Mais en tout cas, la restauration aujourd'hui est toujours un secteur difficile. S'il y a des questions, Loïc vous répondra sur la partie volume et reprise de l'activité. Mais bon, voilà. Mais quand même des choses positives dans ce secteur. Une nouveauté en 2021, on peut maintenant produire des ovoproduits liquides à partir de label rouge. On n'avait pas de dénomination prévue sur ce point-là et donc l'INAO a validé notre cahier des charges. C'était un point de notre plan de filière qu'on avait fait en 2018. Donc, le plan de filière est toujours en action et on avance toujours sur ce point-là. Sur la répartition des modes d'élevage des ovoproduits, alors tant pour la RHD que pour les entreprises de l'agroalimentaire, on a toujours une forte croissance des ovoproduits alternatifs à la cage. Pour la RHD, on a une forte part d'ovoproduits qui sont issus de poules élevées en cage aménagée, quasiment 84%, 83,7%. Ça, c'est sur les 6 premiers mois 2021, pardon. En 2020, on était à 84,3%, donc on a toujours une croissance des œufs alternatifs, 6,2% pour le sol, 4,2% pour le plein air, 1,5% pour le label rouge et 4,3% pour la bio. Concernant le marché de la RHD, alors le marché est… non, à droite, c'est pour les ovoproduits, pardon, pour le marché des industries alimentaires, pardon. Il y a une petite coquille dans le titre. 44,9% pour en cage aménagée, 26,3% pour le sol, 27,1% pour le plein air et 1,7% en biologique. Concernant la balance commerciale, donc à l'export, on a une balance commerciale qui s'améliore. On avait une balance commerciale quand même négative à l'export et depuis 2020, on dégage un léger excédent, 4 millions d'euros en 2020, avec une année 2020 pendant laquelle on a augmenté les importations et réduit on a augmenté les exportations et réduit les importations, tant en volume qu'en valeur. Et sur le premier semestre 2021, on voit que la tendance se confirme, des exportations en forte hausse, en volume comme en valeur, et des importations en recul. Plusieurs choses peuvent expliquer cela. On espère que ça va se traduire dans le long terme, mais il s'agit peut-être aussi d'une situation conjoncturelle, avec notamment une grosse crise d'influenza aviaire en Pologne qui a fait que le marché allemand qui importait quand même des œufs de Pologne s'est aussi tourné vers nous. Donc, on a pris quand même des places à la Pologne sur ce point-là et on le voit bien dans les prix de vente à l'export. On a quand même des prix qui ont été divisés par 3. Donc, peut-être que cette situation est juste conjoncturelle et donc ça va dépendre aussi de la reprise du marché polonais dans les prochains mois. Voilà sur la partie marché. On pourra répondre à vos questions ensuite sans problème et je relaisse la place à Philippe Juvin. Non, c'est bon. Bien, donc je vais vous parler donc production. Je vous le disais en introduction, la filière qui poursuit sa démarche responsable pour répondre à ces enjeux sociétaux, essayer d'améliorer, de faire évoluer
les règles de production en matière de bien-être animal notamment. Donc, je dois vous rappeler que la filière française des œufs est la filière numéro 1, la première filière en Europe en termes de production d'œufs, que l'on produit 15,7 milliards d'œufs par an. Derrière nous, donc l'Allemagne et l'Espagne qui nous suivent de près. Donc ça, c'était sur 2020. Et les prévisions de 2021, donc c'est une hausse de plus 3 à 4% d'ici à la fin de l'année. Les raisons de ce succès, déjà, c'est que l'œuf, c'est un produit qui est à la portée de toutes les bourses. C'est la protéine animale la moins chère du marché. Et je pense qu'il faut que ça le reste. C'est très important. C'est la confiance que le consommateur a dans notre produit et surtout sur la qualité, mais aussi le prix. Je crois que ça, c'est très important. La traçabilité, avec le logo, le code qui figure sur les œufs qui permet d'identifier le mode d'élevage, l'origine, l'élevage aussi, bien sûr. Et puis le logo œuf de France que l'on a développé, donc avec donc tout le cahier des charges que vous avez évoqué tout à l'heure, Maxime. Et puis, donc oui, la base de données de la poule à l'œuf, c'est-à-dire l'enregistrement donc de la naissance du poussin, de la poule, et puis jusqu'au centre de conditionnement pour la production d'œufs. C'est un aliment qui est très bon sur le plan de la nutrition, avec des hautes densités nutritionnelles, facile de conservation. Vous pouvez conserver facilement vos œufs dans la cuisine. Il n'est pas nécessaire de les mettre au réfrigérateur. C'est un produit qui se prépare à de nombreuses préparations, seul, salé, sucré, enfin toutes sortes de recettes. Et voilà, donc c'est vraiment un œuf qui est source d'inspiration, comme on peut rarement en voir sur d'autres produits, quoi. Enfin, si je peux me permettre. Donc, la problématique de l'élevage alternatif. Je vous rappelle qu'on s'est engagé à faire évoluer nos modes d'élevage par rapport aux productions alternatives. C'était une demande des consommateurs. Cet objectif, donc, ça continue à gagner du terrain. Les objectifs qu'on s'était fixés en 2017, c'était une poule sur 2 élevée. Enfin, je vous rappelle quand même qu'en 2016, on était à 1/3 de production alternative et 2/3 de production en cage. Et on s'était dit qu'il fallait atteindre en 2022 une poule sur 2 en élevage alternatif. En 2019, on était à 53%, donc un objectif que l'on a atteint avant la date prévue, donc un objectif dépassé. Et la progression se poursuit, puisqu'en 2021, on est à 65% des poules élevées en élevage alternatif. Il reste encore donc des élevages cages qui sont des élevages d'éleveurs qui ont fait des investissements importants donc, au moment de la mise aux normes en 2012. Donc, ceux-là ont quelques difficultés aujourd'hui pour lesquelles il faudra qu'on trouve des solutions pour leur aider à poursuivre cette transition et à s'engager donc dans cette transition. Alors, ce qui nous donne aujourd'hui une répartition des modes d'élevage des poules pondeuses en France, donc 16% de la production en bio, 6% en label rouge, 23% en label, en plein air, pardon, et 20% au sol, et puis 35% encore en cage aménagée. Voilà pour la production. Alors, œuf de France, c'est un logo qu'on avait mis en place en 2018. Il poursuit son développement. Alors, sur les œufs coquilles, bien entendu, dans un premier temps, mais aussi sur les produits alimentaires qui contiennent des œufs. œuf de France, donc, c'est aujourd'hui 70% des œufs qui sont vendus dans les magasins qui portent ce logo. C'est, je dirais, le signe d'une traçabilité renforcée qui permet de mettre en valeur le savoir-faire de toute la filière, des différents maillons de la filière. C'est un poussin qui est né en France, élevé en France, comme je vous le disais, des œufs, bien entendu, pondus sur le territoire national et qui sont conditionnés ou transformés en France dans des entreprises françaises. Les professionnels donc, qui se sont engagés dans la démarche sont nombreux, puisqu'on a 61 centres d'emballage et entreprises et fabricants de vos produits qui sont engagés dans cette démarche.
c'est-à-dire à peu près 56 sites de production. Il y a également 14 enseignes de la distribution. La distribution joue le jeu là-dessus et je pense que c'est important, il faut le signaler. Je rappelle que la distribution a, je dirais, intégré notre interprofession en 2019. Donc, voilà, donc ça c'est important, ça nous permet de discuter ensemble de tous ces sujets-là. Et puis pour information, on a encore des entreprises qui sont intéressées, qui nous ont contactés. Dernièrement, il y a Flunch, je crois, qui nous a contactés pour intégrer donc cette démarche, enfin, pour se renseigner tout du moins dans un premier temps. Donc, l'origine française des œufs, c'est une importance primordiale pour le consommateur, puisque suite à une enquête qui a été réalisée par CSA pour le CNPO, on note que 89% des Français jugent l'origine française importante, que c'est quand même un pourcentage, une proportion qui est en augmentation depuis le sondage précédent. Je vous rappelle donc que 2018, c'était le lancement du logo œuf de France sur les boîtes d'œufs. En 2020, nous avons fait évoluer notre cahier des charges de façon à pouvoir intégrer les produits qui contiennent des œufs. Donc aujourd'hui, c'est un logo qui est vraiment connu, reconnu, puisqu'on estime que plus d'un Français sur deux connaît ce logo. Alors, autre point d'actualité, et vous en avez sans doute entendu parler, donc c'est l'engagement de notre filière sur l'arrêt de certaines pratiques, notamment l'arrêt de l'élimination des poussins mâles. Mais là, je vais passer la parole à Maxime Quentin. Le CNPO a engagé un travail, enfin juste un petit mot de présentation. Non, viens. Nous avons engagé un travail donc, avec l'aide de l'ITAVI et puis un certain nombre de l'INRA aussi pour étudier ce dossier, voir comment on pouvait avancer. Mais Maxime Quentin, qui est directeur adjoint ou directeur scientifique de l'ITAVI, voilà, qui est expert en la matière, donc va nous faire une présentation technique et puis aussi de l'évolution de ce dossier. Merci Philippe, je te remercie. Oui, bonjour à tous. Et effectivement, comme l'a très bien introduit Philippe, je vais vous parler de l'élimination et des méthodes surtout alternatives à l'élimination des poussins mâles dans cette filière œuf. Alors, comme vous le savez, sous l'impulsion franco-allemande en 2019, nos ministres ont annoncé, nos ministres respectifs, nous ont annoncé qu'à horizon 2022, nous devions arrêter cette pratique de l'élimination du poussin mâle que la filière déplore depuis des années, puisqu'historiquement, il y a une recherche intense sur ce sujet de l'élimination, de l'arrêt de l'élimination du poussin mâle. Mais malheureusement, l'évolution de la production, l'évolution génétique notamment, nous a poussé vers une grande spécialisation des espèces et les caractères qui ont trait à la chair et les caractères qui ont trait à la reproduction, malheureusement, sur le plan génétique, sont corrélés négativement, c'est comme ça qu'on le dit. Et au fond, on ne peut pas optimiser la qualité d'un produit œuf et optimiser la qualité d'un produit viande de la même façon. C'est très complexe et c'est ce qui a conduit finalement la filière œuf à cette extrémité aujourd'hui qui est l'élimination du poussin mâle parce que malheureusement, il n'a pas de valeur sur le marché de la volaille de chair et malheureusement, on ne sait pas encore faire pondre un œuf à un mâle. Quelles alternatives pourrait-on trouver quelles alternatives s'offrent à nous pour arrêter cette élimination du poussin mâle? Alors, vous en avez sans doute entendu parler, elles sont de l'ordre de 3 aujourd'hui. On parle beaucoup de sexage in novo et j'y reviendrai parce que c'est la méthode qui effectivement est la plus simple à mettre en œuvre. On parle aussi de souches à double fin, c'est-à-dire de revenir à des génétiques qui sont capables et de pondre et d'avoir des titraires de viande. Mais comme je vous l'ai dit juste précédemment, quand on utilise ce type de génétique, malheureusement, on n'a ni un produit de qualité, ni la viande qui est suffisamment compétitive pour faire de la chair. Et enfin, on pourrait se contenter, et vous me direz d'une façon très simple, d'élever les frères de poule, qui sont eux des animaux qui pourraient être utilisés, même si je vous l'ai déjà dit, ils ont une faible valeur. Alors justement, cet élevage des mâles, des frères de poule, de souches duales, la génétique nous donne la possibilité d'un panel de diversité génétique pour y répondre. Mais malheureusement, pour le moment, et on travaille néanmoins à mettre en œuvre des marchés qui nous permettraient de valoriser ces animaux, pour le moment, on a quand même besoin d'une qualité des œufs
qui est extrêmement bien définie aujourd'hui. Malheureusement, ces souches à double fin, souvent des œufs d'une moins bonne qualité, d'un calibre qui n'est pas celui attendu par le consommateur. Donc, il est difficile d'y travailler pour répondre à la qualité du produit œuf, comme je vous le disais. Ce marché, au fond, nous pose aussi un autre problème, et on ne l'évoque pas, puisque si on s'intéresse au problème éthique qu'est l'élimination du poussin mâle, il faut aussi que l'on ait bien en tête les contraintes environnementales, qui sont celles liées à l'élevage. Et quand on se déspécialise, au fond, on dégrade le bilan environnemental de cette production. On a des animaux œufs qui sont efficaces, on a des poulets de chair qui sont efficaces. Quand on essaye de trouver le compromis, on dégrade cette efficacité environnementale. Donc il faut le garder en tête. Et pour le moment, ces élevages de frères de mâles sont une solution intéressante que l'on garde, sur lesquels on travaille pour avoir de bonnes références et être capable de les valoriser. Pour autant, ce n'est pas la solution la plus rapide à mettre en œuvre pour aller vers l'arrêt de l'élimination du poussin mâle. Et c'est bien pour ça que l'on travaille à évaluer les possibilités qui sont extrêmement importantes au niveau mondial de la recherche concernant l'ovosexage. En fait, vous le voyez, hein, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais le monde foisonne de projets, ce qui vous dit bien que c'est une problématique qui concerne le monde entier aujourd'hui. Et historiquement, on s'est intéressé à savoir comment changer le sexe des oiseaux dans l'œuf. On n'y a jamais vraiment réussi, hein. La poule pondeuse, elle fait un mâle et une femelle comme nous. Et ça, on n'a jamais su le modifier. On n'a jamais su reconnaître dans l'œuf visuellement un mâle du femelle. Il faut mettre en place des technologies extrêmement avancées pour ça. Et ces dernières années, c'est vrai, ces technologies sont devenues accessibles pour nos filières. Je vais vous en présenter les deux qui sont aujourd'hui les principaux outils qui sont disponibles commercialement, donc dans les couvoirs, et qui demain pourront être utilisés pour l'arrêt de l'élimination du poussin mâle. Vous le voyez, ces premières recherches, elles datent de 2013-2014. C'est très récent, hein, quand on parle de recherche et quand on arrive à un outil commercial. Pour autant, quand on a associé Rewe Group, Hatchtech, qui est un Rewe Group, qui est un groupe de distribution allemand, Hatchtech, qui est une entreprise spécialisée dans l'accouvage et l'incubation, et l'université de Leipzig, qui a fait de la recherche fondamentale sur le sujet, on en est arrivé à une méthode, et à une méthode qui s'appelle SELECT, et qui permet d'ovosexer dans l'œuf par le prélèvement du liquide allothoïdien et par l'analyse d'une hormone qui s'appelle le sulfate d'estrone, je vous passe les détails, à 9 jours de développement embryonnaire, et on est capable de déterminer en 30 minutes si c'est un mâle ou si c'est une femelle. Ça, c'est la première méthode. Elle est aujourd'hui disponible. Il y a un couvoir en France qui en est équipé, et on peut ovosexer jusqu'à 3 millions de poussins par an par cette méthode. La deuxième méthode est une méthode optique qui a l'avantage d'être, elle, non invasive. On ne va pas chercher du liquide dans l'œuf. Et elle est basée sur le dimorphisme sexuel qui existe entre les mâles et les femelles des souches brunes, puisque vous savez, on aime bien l'œuf brun en France. On utilise donc des souches brunes qui représentent la grande majorité de nos œufs en France. Et cette méthode permet de détecter dans l'œuf la couleur de la plume par imagerie, des techniques d'imagerie hyperspectrale que je vous passerai, mais qui permettent d'aller vite. À J13, bien sûr, à 13 jours de développement embryonnaire. Pourquoi ? Parce qu'il faut que la plume ait apparu sur l'embryon. Mais ces méthodes ont l'avantage d'être rapides, assez efficaces, et des machines sont déjà disponibles en France, notamment au couvoir Highline de Loudéac, et permettent déjà d'ovosexer un certain nombre de femelles. Je vais vous passer le détail de ce tableau, hein. On est avant manger, je pense que ce serait difficile et difficilement digeste. Je vais vous passer ça, mais notre boulot a été de les évaluer, parce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces méthodes sont récentes. On a finalement assez peu de recul. On a une confiance dans ces méthodes après les avoir évaluées. Pourquoi ? Parce qu'elles sont faites par des gens qui sont finalement des professionnels de l'accouvage, donc qui connaissent les problématiques du métier de l'accouvage et qui sauront y répondre. On sait qu'aujourd'hui, dans l'état de nos connaissances, il n'y a pas d'impact particulier sur l'embryon et sur l'animal qui va être ovosexé ensuite, et c'est extrêmement important, et les choses sont efficaces. Mais je le dis, hein, puisque je suis un institut technique, on est encore au stade d'un prototype commercial, on a besoin de continuer à les suivre, et ces méthodes, même si elles sont séduisantes, elles nécessitent un encadrement technique important. Évidemment, ça ne se fait pas sans rien, hein, parce que si la méthode précédente était peu coûteuse et peu onéreuse,
arrêter l'élimination, mettre en place ces outils, comme qui ont demandé une recherche intense et importante, eh ben, ça a un coût. Quand on parle d'ovosexage à l'imagerie, ça coûte quand même 1 € de la poule, ce qui peut-être ne représente pas grand-chose pour vous, mais est extrêmement important. 3,30 € pour la méthode de type invasive. L'élevage des frères de poules, ça coûte quand même effectivement jusqu'à l'élevage dual. Et vous voyez, ces coûts représentent quand même sur le prix de l'animal une augmentation de son tarif de 25 à 125%, ce qui est quand même pas rien, en tout cas quand il va falloir l'expliquer aux éleveurs et ensuite au centre de conditionnement et ensuite aux consommateurs. Ça renchérit le coût de production de 4,5 à 15%, assez fortement donc, dans nos métiers qui sont des métiers extrêmement tirés sur le plan de la compétitivité économique. Et dans un scénario actuel, on a estimé que le coût pour la filière chaque année, une fois qu'on a démarré, on ne s'arrête plus, c'est 56 millions d'euros, ce qui représente 5% de son chiffre d'affaires. Je ne suis pas certain que ça représente tout à fait sa marge. Au fond, ce qu'il faut peut-être retenir de ces travaux, on travaille aujourd'hui sur les souches à double fin, mais on sait que c'est une possibilité qui sera utilisable à terme sur certains types de marchés. C'est vrai que nos amis allemands l'utilisent en bio notamment. Pourquoi pas développer des marchés pour ça, mais ça va demander un effort extrêmement intense de la filière, des distributeurs, et l'horizon 2022 ne nous permet pas de l'envisager à court terme, il faut être très clair. L'ovosexage s'affiche comme la plus raisonnable parce qu'elle est facile à mettre, finalement facile à mettre en œuvre. Je suis désolé, il y a un accouveur dans la salle, il ne va pas me dire la même chose, mais au fond, l'accouveur va prendre cette responsabilité, va installer cette machine et réglera le problème pour la filière, ce qui la concentre à un endroit. Mais néanmoins, et c'est l'Institut ici qui le juge, dans nos discussions avec les différents intervenants, il est très clair que si l'ovosexage est une pratique raisonnable et qu'elle a un coût finalement raisonné et probablement acceptable pour le consommateur, il y a quelques travaux scientifiques qui le montrent sur ce sujet, sur la filière des ovoproduits en France, dans un marché équilibré comme le nôtre, suffisant et autosuffisant dans la production, on met très grandement en risque notre filière des ovoproduits. Et c'est bien pour ça que, mais le CMTO en parlera, c'est pas à moi d'en parler, mais les intervenants sont très très clairs sur le besoin d'une réglementation européenne sur ce sujet. Alors, je parlais des accouveurs tout à l'heure. Effectivement, ils sont très sollicités du coup, parce que c'est eux qui vont mettre en œuvre l'arrêt de l'élimination de ces poussins mâles. L'État a décidé de les accompagner au travers du plan de relance et des appels à projets structuration de filière. En moins d'1 mois, je crois qu'il faut le dire comme ça, les accouveurs ont répondu présents en montant des dossiers complexes pour pouvoir financer, non pas les méthodes, parce que les méthodes seront des machines qui seront en location dans ces couvoirs, parce que les porteurs de méthodes resteront les développeurs de ces méthodes. En revanche, il faut mettre en place un process qui est complexe, qui est nouveau pour les couvoirs, un changement d'organisation qui est assez important et qui va nécessiter donc des agrandissements, des nouvelles machines pour recevoir ces animaux, et 15 millions d'euros d'investissement aujourd'hui pour la filière ponte qui, et c'est peut-être notre chance en France, ne comprend que 5 couvoirs. Au fond, ces 15 millions d'euros vont être aidés, mais en tout cas, c'est un effort extrêmement important qui est fait par les accouveurs. Techniquement, voilà ce que je pouvais vous en dire. Je vais laisser Loïc prendre la parole pour réagir à cette présentation technique. Merci Maxime pour cette présentation. Après la partie, l'approche expertise technique, j'en ai pas besoin. Non, j'ai pas grand-chose à dire. Moi, c'est plus, je vais vous parler plus de la position politique de la filière par rapport à l'ovosexage. Donc, il est clair que la filière travaille déjà depuis de nombreuses années sur le sujet, comme on l'a dit tout à l'heure, que ce soit en veille, la mise en place donc du projet Young. Il y a des tests qui sont faits, qui sont menés au niveau des élevages. Il y a déjà de la production d'œufs issus d'ovosexage, que ce soit sur la méthode Select ou la méthode AAT. L'ensemble, comme je disais tout à l'heure, toute la filière s'est fortement mobilisée sur le sujet. Donc, on a eu une annonce politique, et je tiens bien à préciser que c'est une annonce avant tout politique du ministre de l'Agriculture de vouloir mettre en place avec un délai très court à une échéance à fin 2022 qui pour nous est une échéance insoutenable en termes de délai parce que aussi bien sur la mise en œuvre des techniques, des installations au niveau des couvoirs,
On ne sera pas prêt à 100% au 1er janvier 2023. Il y a une volonté politique, il y a une volonté de la filière d'y aller, mais il faut nous laisser un peu de temps. Et il y a des enjeux techniques à mettre, à lever. Les machines nécessitent un temps de fabrication. Les commandes seront faites en temps et en heure, je pense, par l'ensemble des couvoirs, mais le temps de mise en œuvre de ces machines est long. La demande du marché, elle sera là, je pense, mais on ne sait pas exactement aujourd'hui quelle sera la demande du marché. La seule alternative que l'on a à mettre en œuvre à une échéance rapide comme cela, c'est l'ovosexage. C'est ce qui a été dit par Maxime et très bien développé par Maxime. Les techniques de souche duale, d'élevage de mâles sont impossibles à mettre en œuvre parce qu'on n'a pas de débouché pour ces animaux. L'enjeu économique pour la filière, pour nous, est plus qu'important, puisque c'est quand même un coût estimé à 56 millions d'euros par an en termes de coûts de fonctionnement. Et on est dans une filière qui reste fragile. Autant sur le marché de la grande distribution, on est sur un marché relativement fermé, où avec la mise en place du logo œuf de France, la priorité du consommateur d'avoir un œuf d'origine française, on se retrouve sur un marché qui est assez protégé. Par contre, il y a quand même un peu plus de 55%, presque entre 55 et 57% des œufs qui vont à la fois sur le marché de la restauration hors domicile et de l'industrie agroalimentaire, qui, eux, peuvent se trouver en difficulté demain par rapport à un problème de compétitivité. Et on risque de perdre notre souveraineté française, parce qu'il faut savoir que c'est un engagement de la France, un engagement de l'Allemagne. L'Allemagne est un pays qui importe beaucoup d'œufs et d'ovoproduits, qui est à un niveau d'autosuffisance de l'ordre de 75%. Nous, on est autosuffisant, on est à 101%, je crois, d'autosuffisance. Et il y a une importance d'avoir une harmonisation européenne. Il y a eu des engagements du ministère pris à ce niveau-là. La France aura la présidence de la Commission de l'Union européenne au cours des 6 prochains mois. Il y a eu des engagements pris par le ministre, par le président, de porter le sujet au niveau européen, mais on sait très bien que les délais sont très longs pour avoir une harmonisation européenne. Il nous faut 3-4 ans pour avoir une harmonisation européenne sur ce sujet. Et le risque de la concurrence, en particulier sur le secteur des ovoproduits, inquiète fortement la filière. Je pense que j'ai à peu près fait le tour du problème politique et économique pour la filière. Je vais repasser la parole à Philippe pour repasser à des sujets plus festifs. On va parler un peu de la Journée mondiale de l'œuf. Merci Loïc. Donc oui, mais effectivement, c'est un sujet important que tu viens de nous présenter avec Maxime, qui nous occupe beaucoup. Et voilà, on tenait à vous en faire une présentation. Alors attendez. Et maintenant, donc, dernier point. Donc, aujourd'hui, écoutez, c'est la Journée mondiale de l'œuf. Donc, c'est l'événement de la semaine. Ça, c'est le deuxième vendredi de chaque mois du mois d'octobre, chaque année. C'est un jour qui a été fixé donc, par notre Organisation internationale des œufs. C'est une journée à l'occasion de laquelle donc, il y a pas mal d'animations, de jeux ludiques, etc. Donc, vous rappelez quelques chiffres, c'est que dans le monde, on produit plus de 1000 milliards d'œufs par an. Que, bon, aujourd'hui, je vous l'ai dit, c'est la 25e édition de cette Journée mondiale de l'œuf, à l'initiative de la World Egg Organization. 40 pays qui participent à travers l'ensemble, enfin, à travers du monde, de l'Australie au Zimbabwe. De multiples animations, festivals, concours, démonstrations, la chasse aux œufs, etc. Et justement, c'est ce que nous, au niveau de la filière française, avec notre organisation de communication, notre aide de l'agence, donc nous avons mis en place une chasse aux œufs avec un quiz. Le but, c'est de jouer en famille, et les enfants et les parents, pour répondre à un certain nombre de questions, puis tester ses connaissances sur les œufs. Donc, ce sera sur les réseaux sociaux. Ce jeu sera, je dirais,
il y aura un concours, enfin, des gagnants qui seront tirés au sort et avec quelques lots qui seront, cadeaux qui seront donnés à ces 25 premiers gagnants tirés au sort. On a aussi à cette occasion tiré un livret pour les enfants. On a l'habitude de faire des livrets pour essayer de bien expliquer les œufs. Je pense que le faire connaître aux enfants, c'était vraiment important parce que c'est à cet âge qu'on commence à leur faire connaître nos produits. Donc 100 000 exemplaires ont été édités. Il est à la disposition de tous les professionnels, des enseignants, des distributeurs, des éleveurs. Et puis, dès le 8 octobre, il sera disponible dans les restaurants du réseau Eurotoc qui participent à cette journée mondiale de l'œuf. Bien entendu, c'est aussi l'occasion de la solidarité. Donc, à cette occasion, donc, il y a des dons d'œufs qui sont faits, mais à cette occasion, puis aussi parfois à d'autres occasions, mais surtout là, aujourd'hui, symboliquement, il y a des dons qui ont été faits, notamment de la part de l'UGPVB, donc, qui a offert 100 000 œufs donc, pour les plus démunis. C'est une action donc, de solidarité. Voilà. Et voilà, donc sur les points que je voulais vous présenter. Aujourd'hui, c'était, je vous le rappelle, les trophées de l'œuf avec le concours qui s'adresse à l'ensemble des cuisiniers de demain. Bon, on leur demande de revisiter ou d'inventer des recettes. Le thème aujourd'hui, c'était au brunch, l'œuf donne du punch. Donc, ce concours, il est adressé à tous les jeunes, je vous l'ai dit. La finale s'est déroulée ce matin, donc les 6 meilleures recettes ont été sélectionnées et il y a un jury qui les a départagées. On fera la remise tout à l'heure avec le chef Guy Leguet, donc, qui a, je veux dire, accompagné ces jeunes. Voilà, donc en bref, je rappelle donc je dirais les thèmes que nous avons abordés, hein, le succès de l'œuf auprès des Français, 2020, année du Covid, qui est une année très particulière, mais aujourd'hui on revient, je dirais, un peu au rythme des années précédentes. Donc la filière française qui s'engage dans un certain nombre de démarches et qui respecte ses engagements. Donc, c'est l'évolution des modes d'élevage, c'est le logo œuf de France, c'est aussi le travail qu'on vous a présenté tout à l'heure sur la recherche de solutions alternatives sur l'élimination des poussins mâles, donc avec des enjeux techniques et économiques. Et puis, bien entendu, c'est aujourd'hui la journée, enfin aujourd'hui, c'est plutôt le 8, ce sera la journée mondiale de l'œuf. Donc, voilà un petit peu les différents thèmes.